Le sable, l'eau, le soleil, l'univers entier est fait d'atomes. Même les enfants sont faits d'atomes. C'est ce que vous croyez, et c'est certainement ce que vous avez appris à l'école. On enseigne à l'école que l'univers entier est fait d'atomes, mais ce n'est que le début de l'histoire. Il y a un univers beaucoup plus grand qui reste à explorer et qui est fait de matières complètement différentes, de choses que nous n'avons jamais rencontrées jusqu'ici, et nous allons découvrir ce que c'est. Aujourd'hui, la science bute sur un mystère qui remet en cause nos certitudes. Il y a désormais autre chose dans le cosmos, une réalité que nous commençons tout juste à entrevoir. La majeure partie de l'univers est faite de quelque chose que nous ne comprenons pas. 95% de l'univers reste à explorer. En réalité, les atomes ne constitueraient que 5% de la matière de l'univers. Le reste nous est totalement inconnu. On sait ce que ça n'est pas, mais on ne sait pas ce que c'est. La matière noire n'est pas surnaturelle, même si son comportement mystérieux peut le laisser penser. Certains l'appellent la matière fantôme. Cette matière invisible est autour de nous, mais elle n'interagit pas du tout avec nous. C'est comme si elle avait son existence parallèle. Dans le monde entier, les scientifiques se sont lancés dans une course folle, traquant la matière noire dans le ciel, mais aussi sous la Terre et dans l'espace. Mais pour l'instant, plus les instruments de recherche et les expériences sont perfectionnés, plus ils révèlent l'ampleur de notre ignorance. Qu'est-ce que la matière noire? Je ne sais pas. Si je le savais. C'est la matière qui remplit mes rêves et m'empêche de dormir la nuit. Nous sommes au début d'une immense révolution scientifique, à l'échelle de la révolution copernicienne. Trouver une particule de matière noire serait fantastique. Cela résoudrait la plus grande des questions de la science. De quoi est fait l'univers? Pourquoi les astrophysiciens sont-ils convaincus de l'existence de cette mystérieuse matière invisible? Parce que sans matière noire, l'univers ne tourne pas rond. Il n'y a pas assez de gravité pour que les étoiles et les galaxies tournent à la vitesse où on les voit tourner. Nous avons découvert qu'il n'y a pas assez d'étoiles pour fournir la gravité nécessaire à la cohésion de la Voie lactée. C'est une chance qu'il y ait de la matière noire en plus dans la Voie lactée. Cela fournit une force supplémentaire pour maintenir l'ensemble. Sans matière noire, il n'y aurait pas assez de force de gravité et toutes les étoiles s'envoleraient dans le cosmos. Cette histoire a commencé dans les années 30, mais le problème n'a été véritablement posé que dans les années 70 par l'américaine Vera Rubin. Jeune mère de 3 enfants, Vera choisit modestement un domaine d'études où la compétition de ses collègues masculins n'était pas trop pressante. Elle évita donc d'observer les trous noirs et s'intéressa aux étoiles de la galaxie d'Andromède. Depuis Newton, nous savons que dans notre système solaire, plus les planètes sont situées loin du Soleil, plus elles tournent lentement. Vera s'attendait donc à ce que la vitesse des étoiles de la galaxie d'Andromède suive la même courbe décroissante. Mais ce n'est pas ce qu'elle observa. Les vitesses des étoiles restaient constantes, quelle que soit leur distance du centre de la galaxie.
Elle s'attendait à ce que plus on s'éloigne du centre de la galaxie, plus les étoiles tournent lentement, car elles subissent de moins en moins la force de gravité qui les retient. Mais en fait, non. Elle a vu que lorsqu'on s'éloigne du centre, les étoiles tournent à la même vitesse, très élevée. Pourquoi ce qui était vrai à l'échelle du système solaire ne l'était plus à l'échelle d'une galaxie? Fallait-il modifier la théorie de Newton lorsqu'on passait à une échelle bien plus grande? Ou bien fallait-il inventer une matière supplémentaire extrêmement lourde qui créerait la gravité nécessaire pour faire marcher les équations? La timide Vera n'osa pas se confronter au grand Newton et opta pour la deuxième solution. Elle postula qu'une masse cachée permet aux étoiles de tourner aussi vite sans être éparpillées dans l'univers. Et l'idée de la matière noire, c'est ça. Il y a des anomalies dans le comportement et la dynamique des galaxies. Et pour comprendre ces anomalies, on suppose qu'il existe une matière noire, invisible, qui participe au mouvement de ces galaxies. Et cette matière est d'origine et de nature inconnue. Depuis cette découverte, les scientifiques s'efforcent de prouver la réalité de cette matière noire. Mais comment détecter cette substance invisible? Alors la matière normale, on la voit parce qu'elle est capable d'émettre ou de réfléchir la lumière. Un peu comme cette lampe et ces arbres qui réfléchissent la lumière émise par cette lampe. A l'inverse, la matière noire, elle, n'émet pas de lumière et la lumière la traverse complètement. Elle est donc véritablement noire et le seul moyen de la voir, c'est en observant ses effets sur son environnement. Alors imaginez par exemple que je sois moi-même constitué uniquement de matière noire, donc vous ne me voyez pas, mais par contre, si je prends cette tasse et que je boive mon café tranquillement, comme ça, vous ne me voyez pas, mais vous voyez bien une tasse bouger, et bien ça vous apporte une preuve qu'il existe quelque chose qui agit sur la tasse, et cette chose qui agit sur la tasse, en l'occurrence, c'est identique au phénomène de la matière noire dans l'univers, qui agit grâce aux effets de la gravitation sur son environnement. Pour détecter la matière noire, Yannick Méliès va utiliser la courbure de l'espace-temps décrite par Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Pour comprendre l'espace-temps d'Einstein et l'origine de la déviation des rayons lumineux dans l'univers, il faut se représenter l'univers comme une espèce de nappe à carreaux, par exemple, une espèce de grille, sur laquelle on dépose un objet compact massif. Et à chaque position où on va déposer une boule, la nappe va se déformer. Cette déformation, c'est la déformation locale de l'espace-temps, tel que le conçoit Albert Einstein dans la relativité générale. Et si maintenant on propage des rayons lumineux qui vont traverser aux endroits où se trouvent les grosses boules, eh bien les rayons lumineux vont être déviés sous l'effet de la déformation de l'espace-temps produit par la matière. Einstein appelle cet effet l'effet de lentille gravitationnelle. L'objet qui constitue la lentille étant un objet suffisamment dense et massif pour courber les rayons lumineux. Mais le phénomène reste théorique et n'a encore jamais été observé. Jusqu'à ce que Yannick et ses collègues détectent par hasard quelque chose d'étrange dans le ciel de Hawaï. En 1985, Yannick, à l'époque tout jeune chercheur, se rend dans l'un des meilleurs télescopes au monde, au sommet du volcan Mauna Kea, à 4200 mètres d'altitude. À l'époque, on y allait non pas pour étudier les propriétés de la matière noire, mais pour étudier l'évolution des grands amas de galaxies situés à très grande distance de la Terre. Et là, soudainement, on a détecté une structure extrêmement étrange qui ressemble à un sourire très allongé, largement plus allongé qu'une galaxie et de surcroît très fortement distordu. Aucun objet astronomique connu à l'époque n'était inventorié dans les catalogues. On était donc face à une énorme énigme. Eh bien, en fait, on s'est accroché pour tenter d'interpréter cette chose.
Quelle est la nature de cette tache allongée située en bordure de l'amas de galaxies Abell 370? Est-ce un défaut optique de l'instrument? À l'époque, c'est ce que tout le monde pense, car on estime qu'il n'y a pas assez de matière dans les amas de galaxies pour dévier la lumière. Mais Yannick, qui vient de finir sa thèse, a la conviction, avec ses collègues, que ce sourire est la signature d'une autre galaxie cachée derrière Abell 370. L'observateur, avec son télescope, se trouve ici. Et si une galaxie se trouve exactement alignée avec Abell 370 et l'observateur, alors un phénomène de déflexion des rayons lumineux extrêmement fort se produit, qui engendre la formation d'arcs gravitationnels. Le raisonnement de Yannick ne s'arrête pas là. Si les arcs gravitationnels existent, c'est qu'une matière cachée donne suffisamment de masse et de densité aux galaxies pour déformer la lumière. En observant la courbure des arcs, il peut désormais voir où se trouve la matière noire et comment elle est distribuée autour des galaxies. En généralisant ce phénomène, il comprend qu'il a entre les mains un outil fabuleux pour détecter la matière noire dans l'univers. Commence alors une course contre la montre pour être le premier à publier cette découverte. On a annoncé nos résultats et 15 jours après, 2 autres articles sont sortis, un des Anglais et un des Américains, qui détectaient de façon indépendante et avec d'autres données exactement le même phénomène. Et c'est ça qui a été en fait la révolution l'antigravitationnelle en astrophysique, c'est qu'on a trouvé pour la première fois un objet, une méthode pour voir la matière noire, mesurer et évaluer sa présence. L'idée de lentille gravitationnelle peut sembler compliquée, mais en fait, nous voyons de la lumière distordue tous les jours. À travers un verre d'eau, nous voyons l'image distordue de ce qui se trouve derrière. Même si l'eau est transparente, nous savons qu'il y a de l'eau grâce à ces distorsions. En astronomie, c'est pareil. L'image déformée d'une galaxie nous indique qu'il y a de la matière noire devant elle. Et c'est la preuve qu'il existe quelque chose d'invisible et de très lourd. Nous sommes habitués à l'idée de lentille gravitationnelle, nous l'utilisons tous les jours. À Durham, Richard Massey a réalisé la première carte en 3D de la matière noire dans l'univers. Explorer un nouveau domaine en sciences, c'est franchir une nouvelle frontière de l'inconnu. D'abord, vous faites la carte du pays, puis vous l'explorez. Voici une carte en 3D de la matière noire dans l'univers, représentée ici en bleu. C'est ce qui a été vu par le télescope spatial Hubble en utilisant l'astuce de la lentille gravitationnelle. Imaginons que nous avons une galaxie ici, représentée par ce petit point jaune. La lumière émise par cette galaxie voyage à travers l'univers jusqu'à nous. Mais elle ne voyage pas en ligne droite. Elle est courbée par ces masses de matière noire qu'elle contourne. Et ce que nous finissons par voir, ce n'est pas l'image réelle de la galaxie, mais une image distordue, car les rayons de lumière de cette galaxie sont déformés, courbés. Même si on ne peut pas voir la matière noire directement, ces distorsions d'images de galaxies très distantes nous disent qu'il y a quelque chose de très lourd et d'invisible entre elles et nous. Les astronomes parviennent désormais à tracer les contours de cette matière cachée. Mais de quoi est constituée cette matière fantôme? Est-elle formée d'atomes, ces particules qui constituent l'eau, le sable et même les enfants?
Comment les scientifiques peuvent-ils explorer cette matière qui pèse si lourd dans la balance cosmique et qui reste invisible aux instruments? Dans la jungle de Porto Rico, les chasseurs de matière noire ont construit un bien étrange instrument pour scruter le ciel au-delà du visible. Nous essayons de voir les choses que les autres astronomes ne peuvent pas voir. Pour voir la matière noire, il faut une machine étrange. La première fois que je suis venu ici, j'ai pensé à un vaisseau spatial géant qui voyagerait entre les étoiles. Les radiotélescopes nous permettent de voir ce que nos yeux ne peuvent discerner. Les ondes radio, comme les ondes infrarouges, les rayons X et les rayons gamma sont invisibles à l'œil nu, mais nous savons les capter avec toutes sortes d'instruments et ils nous renseignent sur les objets qui les émettent. Avec son antenne de 305 mètres de large, Arecibo est le plus grand radiotélescope du monde. Au sol, 40 000 panneaux d'aluminium perforés collectent les ondes radio et les envoient dans ce dôme suspendu qui fait office de récepteur. Il permet d'observer notamment autour des galaxies de gigantesques nuages de gaz hydrogène. Ailleurs, d'autres astronomes découvrent peu à peu dans le ciel des étoiles mortes, des poussières d'étoiles, d'autres nuages de gaz. Ces objets célestes, massifs et invisibles, sont-ils la matière noire qu'ils recherchent depuis si longtemps? Nous avons additionné le gaz hydrogène, les autres gaz que nous avons repérés, les étoiles que nous pouvons voir, les objets invisibles que nous pouvons voir lorsqu'ils passent devant d'autres étoiles, et après avoir additionné tout ça, nous avons toujours besoin de 10 fois plus de masse. Nous avons donc exclu qu'il pouvait s'agir de gaz. Nous avons exclu qu'il pouvait s'agir d'objets compacts. Nous avons exclu qu'il pouvait s'agir de matière ordinaire. Et donc la seule option qui reste, c'est que la matière noire est de nature inconnue. Il semble que nous entrions dans la 4e révolution copernicienne. La première révolution copernicienne, c'était lorsque nous avons décentré la Terre. Les gens pensaient que la Terre était au centre, mais ensuite ils ont dit non, c'est le Soleil qui est au centre. La deuxième révolution, c'est lorsque nous avons dit que le Soleil n'était pas au centre non plus. La troisième, c'est lorsqu'on a dit que la galaxie n'était même pas au centre, car l'univers n'a pas de centre. Mais nous en sommes arrivés au point où non seulement nous ne sommes pas au centre, mais la matière même dont nous sommes faits, c'est seulement 10% de la matière de l'univers. Et les 90% restants sont la matière noire. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment savoir ce que c'est. Nos théories physiques ne décrivent qu'une toute petite partie de l'univers. Nous sommes bien faits d'atomes, mais nous baignons dans une matière totalement inconnue. Cette révolution cosmologique donne une nouvelle dimension à la quête de la matière noire. Nous ignorons désormais la nature de l'essentiel de l'univers. On est passé de la phase « c'est de la matière cachée » à la phase « c'est un autre type de matière ». Et donc ça devient un problème beaucoup plus aigu que précédemment. Et si vous voulez, il y a des découvertes qui montrent que finalement on en sait moins que ce qu'on croyait. Donc une découverte, ça n'augmente pas forcément nos connaissances. Ça augmente notre conscience de notre inconnaissance.
Nous savons désormais ce que la matière noire n'est pas. Nous ne savons pas encore ce que c'est, mais nous pouvons peut-être découvrir quel rôle elle a pu jouer dans la formation du cosmos. À l'université de Princeton, aux États-Unis, David Spergel tente de percer les secrets des tout premiers instants de l'univers. Mon boulot, c'est de comprendre comment marche l'univers. Il faut de la ténacité, de la curiosité, une affinité avec les mathématiques et avoir une idée de comment on fait la cuisine. Nous devons imaginer la recette cosmique. De quels ingrédients avons-nous besoin pour faire un univers savoureux? Depuis qu'il a été élu meilleur astronome de l'année par le magazine Time, David Spergel s'efforce de traduire en termes simples les recettes complexes de l'univers. En matière de cuisine cosmique, tout se joue sur le choix des ingrédients, la taille des grumeaux et le temps de cuisson. Je vais vous faire une soupe cosmique. En ce qui concerne la matière noire, comme nous ne savons pas ce que c'est et comme cela va faire une soupe plus parfumée, nous allons essayer différents ingrédients. La matière noire pourrait être représentée par des haricots noirs ou des pois cassés. Ce pourrait être quelque chose comme des courgettes, des carottes ou peut-être des poivrons. Ce thé vert va représenter nos atomes. Et les atomes qui constituent les étoiles représentent juste un fin glaçage posé sur la matière noire. Et cette eau chaude qui représente nos radiations, je la rajoute dessus, de façon à ce que je puisse remuer la soupe. Et cela commence à ressembler à l'univers lorsqu'il n'avait que quelques centaines de milliers d'années, lorsqu'il était opaque et qu'on ne pouvait rien voir à travers. Les astronomes estiment que cette soupe de particules et de radiation est restée opaque pendant une période de 380 000 ans après le Big Bang. L'univers est alors un magma extrêmement chaud et tellement condensé qu'il forme un brouillard laiteux dans lequel les particules de lumière ne peuvent se propager. Mais au bout de 380 000 ans, l'univers s'est dilaté et s'est suffisamment refroidi pour que les particules de lumière puissent commencer à circuler. Un gigantesque flash de lumière se propage dans l'espace. Les particules de lumière émises à cet instant entament alors une longue course. 13,7 milliards d'années plus tard, nous sommes en 1964, deux scientifiques du New Jersey, Arno Penzias et Robert Wilson, interceptent par hasard le résidu de cette lumière. Ils perçoivent un bruit de fond qu'ils ne peuvent expliquer. Le signal est tellement faible qu'ils croient d'abord qu'il s'agit d'un défaut de leur radiotélescope qu'ils attribuent à des fientes de pigeons. L'antenne est nettoyée et les vérifications sont faites. Il s'agit bien des ondes de cette lumière primordiale. Déformées et refroidies par leur long voyage à travers l'univers, elles parviennent jusqu'à nous sous la forme d'un très faible signal radio. Penzias et Wilson viennent de découvrir le pâle écho de la formation des mondes. Pour les astronomes, il est alors crucial d'obtenir une image plus précise de cet événement. Le 30 juin 2001, la sonde WMAP est mise en orbite à 1 500 000 km de la Terre pour analyser ce rayonnement fossile. Son objectif, saisir ce moment extraordinaire où la lumière fut, pour la première fois, et réaliser une carte détaillée de l'univers naissant.
Ce qui est merveilleux avec le rayonnement fossile, c'est qu'il nous permet de remonter le temps sur 13,7 milliards d'années, à un moment où l'univers était très simple. Ce qu'on fait, c'est prendre des photos de l'univers bébé. Mon boulot, c'est de regarder cette photo du bébé et d'essayer d'imaginer d'où vient ce bébé, comment il va grandir, et raconter comment l'univers s'est formé et a évolué. Voici la première image de l'univers bébé, 380 000 ans seulement après le Big Bang. Les zones rouges sont les zones les plus chaudes et les plus denses, les zones bleues sont les plus froides. Ces infimes différences de température sont autant d'indices concernant la future structure de l'univers. Ces motifs que nous voyons dans le ciel correspondent à des petites variations de température qui sont dues à des variations de densité de matière. Ce point-là est plus froid de quelques centièmes de millièmes de degré que celui-là qui est chaud. Ces infimes variations ont été créées par la matière noire. Comme elle s'agglomère facilement, elle crée une force de gravité qui attire la radiation et les atomes. Nous ne verrions aucune de ces très petites variations sans matière noire. En 2011, après 7 ans d'analyse et de réflexion, David Spergel révèle un résultat étonnant. Sans matière noire, les 13 milliards 700 millions d'années depuis le Big Bang n'auraient pas suffi pour former les structures que nous voyons. La matière noire est un ingrédient essentiel qui a formé les petites graines autour desquelles la gravité a fait pousser les galaxies. Sans ces graines, nous n'aurions pas l'univers que nous voyons aujourd'hui. La matière noire aurait fonctionné comme un catalyseur dans la formation des structures de l'univers. Elle aurait fourni le squelette autour duquel les atomes de matière ordinaire se sont agglomérés pour former les galaxies. Mais y a-t-il un moyen de tester ce scénario? Comment savoir si notre compréhension du monde s'engage sur la bonne piste? Pour cela, les scientifiques font comme les policiers, ils reconstituent la scène du crime. Et puisque l'enjeu est considérable, c'est la course dans les laboratoires de cosmologie pour retracer l'histoire de l'univers à partir du Big Bang. Comme il est impossible de voir la matière noire à l'œuvre, les scientifiques tentent de simuler ce processus sur leur machine à Cosmos. Voici notre machine cosmologique. 3000 ordinateurs travaillent ensemble pour réaliser 13 millions d'opérations arithmétiques par seconde. Cette puissance de calcul extraordinaire, c'est ce qu'il nous faut pour simuler notre univers. Il y a 8,6 milliards de particules dans cette simulation. Nous l'avons fait tourner sur 14 000 processeurs les plus modernes sur le superordinateur le plus puissant de la NASA. Et nous avons appelé cette simulation Bolchoï, ce qui signifie « grand » en russe. Tout ce qu'on voit dans ces simulations est en fait invisible. Seule la matière noire est représentée. On la voit former des structures en filaments grâce auxquelles les galaxies ont pu se former. Si vous essayez de créer un univers sans matière noire, c'est un désastre. La matière noire est l'architecte de notre univers. Sans matière noire, il n'y aurait personne. Et il n'y aurait pas d'esprit humain capable de se poser la question
Pourquoi l'univers est-il comme il est? Qu'est-ce qui le fait fonctionner? Ces univers simulés nous racontent une histoire extraordinaire. Une histoire que quelques cerveaux humains ont imaginée en s'émerveillant des lumières émises par l'univers depuis 13,7 milliards d'années. Selon cette histoire, la matière noire est le creuset des étoiles. Et les étoiles ont forgé les atomes dont nous sommes faits. La matière noire est notre amie. La matière noire nous permet d'exister. C'est dans les étoiles que les éléments lourds se forment, le carbone, l'oxygène, l'azote, le fer, les éléments lourds dont nous sommes faits. Nous et les planètes rocheuses comme la Terre sommes issus de ces générations d'étoiles qui ont construit ces éléments lourds au centre de ces halos de matière noire qui entourent les galaxies. Nous ne serions pas là si la matière noire ne s'était pas formée. Pour savoir si leurs hypothèses sont exactes, les cosmologues comparent leurs simulations avec la réalité. S'ils utilisent des paramètres légèrement différents, l'un et l'autre sont persuadés qu'ils ont trouvé la bonne recette. On a l'impression de jouer à être Dieu en créant l'univers sur un ordinateur. Ici, vous voyez une galaxie faite sur ordinateur comparée à une galaxie réelle. Je peux difficilement les distinguer. Nous avons la bonne recette à partir de matière noire inconnue et de matière visible. Et je peux vous dire qu'il y a peu de moments plus excitants que de voir un ordinateur créer une galaxie tout à fait semblable à celle que nos télescopes voient dans l'univers réel. Les simulations révèlent qu'une matière cachée sculpte notre univers depuis des milliards d'années. Mais y a-t-il un moyen de prouver que c'est bien ce qui s'est passé dans la réalité? Si la science pouvait capturer ne serait-ce qu'une particule de cette matière noire, la plus grande énigme de la physique moderne serait résolue. Et un prix Nobel suivrait. Cette course folle est le nouveau Graal de la physique des particules. L'enjeu est énorme parce que il s'agit de dire de quoi est constitué l'univers. On ne peut pas rester pendant des décennies avec une physique qui ne sait décrire qu'une toute petite partie du contenu matériel de l'univers. Le but de la physique, c'est d'identifier quels sont dans l'univers les objets physiques réels. Et aujourd'hui, on doit admettre, en toute humilité, que nous ne sommes pas capables de tous les identifier. Et donc, il y a un enjeu qui est colossal. Ça fait maintenant 22 ans qu'on cherche la matière noire dans le laboratoire souterrain de Modane. Depuis le temps qu'on cherche, on doit être proche du but. J'ai toujours voulu être la première. Pourquoi laisser cette découverte à quelqu'un d'autre? En tête de cette course, Helena April et Gilles Gerbier rêvent déjà du prix Nobel. Mais pour quelle obscure raison les deux concurrents ont-ils décidé d'installer leurs expériences dans des tunnels situés de part et d'autre de la frontière franco-italienne? Pourquoi, au lieu de regarder le ciel, sont-ils tapis dans les entrailles de la Terre? Si le laboratoire souterrain de Modane est construit dans cette caverne enfouie sous 1700 mètres de roche, c'est qu'il est impératif qu'aucune particule indésirable ne vienne perturber l'expérience. Détecter ces particules de matière noire, les trouver, les capturer, c'est effectivement très compliqué. Très compliqué parce qu'elles sont toutes petites. Dans le jargon, elles ont une section efficace très faible. Ça veut dire qu'elles vont laisser des signaux très rares. Et
La complication, c'est que quand on cherche un signal très rare, eh ben, il faut qu'il n'y ait rien qui vienne simuler ce signal. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les particules de matière noire traversent la matière ordinaire sans encombre. Elles sont capables de traverser les 1700 mètres de roche et l'épais blindage de plomb et de cuivre qui protègent ce détecteur en germanium. C'est là que Gilles espère enregistrer un événement rarissime, la collision d'une particule de matière noire avec un atome d'un cristal de germanium. Quand une particule arrive, bing, elle fait vibrer l'ensemble du cristal. Et donc, cette vibration du cristal se transforme en une microscopique élévation de température, 1 millionième de degré, que nous mesurons avec ces détecteurs ultrasensibles. À 700 km de là, sous la montagne du Gran Sasso en Italie, Elena April est la concurrente la plus redoutée de Gilles. Pour détecter la matière noire, elle a opté pour le xénon liquéfié, un gaz rare dont elle est tombée amoureuse au tout début de sa vie de chercheuse. Nous avons le meilleur détecteur de matière noire, parce que nous pouvons avoir un très grand volume. Nous avons besoin d'un très grand nombre d'atomes, parce que l'événement que nous recherchons est rare. Donc plus notre détecteur est grand, mieux c'est. Mais nous ne pouvons pas simplement agrandir la masse et le volume. Il faut aussi réduire en même temps le bruit de fond. C'est ça qui m'empêche de dormir la nuit. Comme la probabilité de capter une collision avec une particule de matière noire est extrêmement faible, les détecteurs, une fois mis au point, fonctionnent en aveugle pendant 1 an. Cette année, Gilles Gerbier a eu de la chance. Son détecteur a capté 4 particules, ici en rouge, qui pourraient être de la matière noire. Mais statistiquement, 3 d'entre elles sont imputables au bruit de fond de l'expérience. Dans ces données, on n'a pas pu conclure. Donc la seule solution, c'est de fabriquer des détecteurs plus sensibles, encore plus performants. Et on va renouveler le processus, c'est-à-dire mettre de nouveaux détecteurs, attendre encore 1 an, et au bout d'1 an, recalculer les bruits de fond et à nouveau ouvrir la boîte. Dans le monde entier, des centaines d'autres chercheurs consacrent matière grise et nuit blanche à améliorer leurs détecteurs. Malgré tous leurs efforts, l'insaisissable particule se laisse encore désirer. Il faut être dingue pour faire ce que nous faisons. Honnêtement, on ne peut pas continuer à chercher pendant autant d'années quelque chose qui ne se montre pas. Est-ce que c'est frustrant ou est-ce que ça me tue simplement? L'idée de mettre autant d'énergie dans cette expérience qui ne va éventuellement rien trouver, c'est très frustrant. Il y a des questions qui sont parfois très longues à résoudre. Par exemple, l'atome, son existence a été invoquée par les philosophes grecs il y a 2500 ans. Et pendant des millénaires, la question de l'existence des atomes a été débattue. Et on n'a pu trancher cette question qu'au début du XXe siècle. Parfois, il faut 2000 ans, plus de 2000 ans, pour savoir si une entité à laquelle on a pensé existe réellement dans la nature. Pour les chercheurs engagés dans la course à la matière noire, échouer depuis si longtemps à l'identifier est intolérable. Puisqu'il est si difficile de la capturer, fabriquons-la, ont proposé quelques scientifiques. Reconstituons le Big Bang, ont répliqué les plus téméraires d'entre eux. Et c'est finalement à Genève que 10 000 chercheurs se sont lancés dans la plus grande expérience scientifique de la planète. Comme pour tout ce qui concerne la matière noire, l'essentiel est invisible.
Caché dans un tunnel de 27 km de circonférence à 100 mètres sous terre, le LHC est le plus puissant briseur de particules que l'homme ait jamais construit. Son coût atteint la somme astronomique de 9 milliards d'euros. Daniel de Negri est l'un des pères fondateurs de CMS, l'un des 2 détecteurs géants du LHC. Au LHC, on aborde le problème de la matière noire quand même d'une manière différente que dans les recherches directes. Dans les recherches directes, on cherche la matière noire préexistante qui serait le résidu de quelque chose qui s'est passé il y a 13,7 milliards d'années. Nous, au LHC, on va les produire. L'homme, par les collisions qu'il effectue dans cette machine, ces collisions sont à une telle énergie qu'il reproduit localement les conditions thermiques et matérielles telles qu'elles étaient dans une phase du Big Bang où ces particules ont été produites la première fois dans l'histoire de l'univers. Nous allons les recréer ici. Comment créer, 100 mètres sous terre, les Big Bang qui donneront naissance à de nouvelles particules de matière noire? 2 faisceaux de particules sont accélérés à très haute énergie, puis entrent en collision dans un tout petit espace de l'ordre d'un millième de milliardième de centimètre et dans un très bref instant qui se mesure en milliardième de seconde. Tous ces milliards de particules, de collisions analysées et d'euros investis, suffiront-ils à rendre visible l'invisible? La probabilité que dans une collision, la particule de matière noire soit produite est extrêmement rare. Il faut typiquement 1 million de milliards de collisions pour la production d'une telle particule. Et encore faut-il que cette particule soit reconnaissable, parce qu'il y a toujours du bruit de fond. Les enjeux de cette recherche sont tellement importants que les résultats devront être impérativement confirmés par 2 sources indépendantes. Pour ce faire, 2 expériences adverses, CMS et Atlas, utilisent le même accélérateur de particules au sein du LHC. Qui percera le grand mystère de la matière de l'univers? Chacune des 2 équipes semble prier le ciel d'une bien étrange façon. Nous sommes ici dans la caverne qui contient l'expérience Atlas. Donc derrière moi, vous avez l'expérience avec ces milliers, voire millions de détecteurs qu'on a rassemblés ici. La taille du détecteur, c'est à peu près la taille d'une cathédrale comme Notre-Dame de Paris. C'est comme si on avait construit la cathédrale Notre-Dame de Paris 100 mètres sous terre. Pour l'instant, l'apparition miraculeuse n'a pas encore eu lieu. Mais voici ce que Bruno Mansoulier s'attend à voir un jour. S'il y avait une particule de matière noire, elle donnerait lieu à une collision très particulière, puisque on verrait par exemple beaucoup de particules produites d'un côté, par exemple, disons à gauche, et puis rien produit de l'autre côté. Et ce rien, en fait, voudrait dire qu'il y a eu des particules invisibles produites dans la collision. Ces particules invisibles, ça pourrait être des particules de matière noire. Encore une fois, on ne verra la matière noire que si l'on ne voit rien, ou seulement la trace de son passage. Trouver cette particule, ça serait une avancée intellectuelle, scientifique de la plus grande valeur, comme l'homme en fait une fois tous les 100 ans. C'est comme à la découverte de la relativité ou à la découverte de la mécanique quantique. Ce sont ces grands pas que l'homme fait dans la compréhension et la connaissance de l'humanité. Ce serait une découverte extraordinaire parce qu'un résultat qui vient de la physique des particules pourrait résoudre un problème qui n'existe qu'en astrophysique et en cosmologie. Et donc vous voyez qu'il y a, par ce biais-là, une sorte de couplage entre le monde de l'infiniment petit, le monde des particules, et le monde de l'infiniment grand, celui de la cosmologie. Une ultime expérience va peut-être résoudre l'énigme de la matière noire. Puisqu'il est si difficile de capturer cette particule, ou même de la fabriquer,
les chercheurs vont essayer d'en saisir la trace, de manière indirecte, dans l'espace. Direction la Station spatiale internationale, bien au-delà de l'atmosphère terrestre. À la tête de cette première scientifique, le prix Nobel américain Samuel Ting. La Station spatiale internationale mesure à peu près la taille de 3 stades de foot. Son coût est d'environ 100 milliards de dollars, soit 10 fois le coût du LHC. Sur cette installation, il y a une expérience de physique des particules qui s'appelle AMS. L'objectif de cette expérience est de découvrir l'origine de la matière noire. Avec cette toute nouvelle expérience, les scientifiques repoussent encore les limites du possible. Si les théoriciens ne se sont pas trompés, lorsque deux particules de matière noire se rencontrent, elles doivent produire un rayon cosmique bien particulier que le détecteur AMS devrait pouvoir identifier. L'expérience a commencé en mai 2011, lorsque Mark Kelly et son équipe ont arrimé le détecteur à la Station spatiale internationale. Nous venons d'installer le spectromètre alpha-magnétique AMS. C'est un détecteur de rayons cosmiques à 2 milliards de dollars, une vraie première parmi les expériences de physique. Une collaboration de 16 pays et de 600 physiciens. Nous avons réussi à l'installer. C'est un grand jour pour la science. Votre soutien et votre travail fantastique a permis de faire un pas de plus vers la réalisation du potentiel scientifique d'AMS. Merci Sam. Je viens de regarder par la fenêtre et AMS a l'air fantastique. Le professeur Samuel Ting a déjà reçu le prix Nobel pour avoir découvert une particule élémentaire lourde. Trouvera-t-il dans l'espace l'étrange particule de matière noire? C'est la première fois qu'on envoie un détecteur aussi précis dans l'espace. Dans un sens, on ouvre une nouvelle porte. Il est très difficile de prédire ce que nous allons voir. Si vous savez ce que vous cherchez et que vous le trouvez, vous n'avez rien appris. L'important, c'est de trouver ce que vous n'attendiez pas. C'est comme ça que la science avance. Alors qu'ils espèrent chaque jour résoudre l'énigme de la matière noire, les scientifiques sont confrontés à un autre mystère. L'énergie noire, une force qui constituerait les 3/4 de l'énergie de l'univers, s'apprête à le disloquer. Cette gigantesque inconnue plonge les cosmologues dans le brouillard. Il est possible que tout ce que nous savons en cosmologie se résume à ce que nous voyons au milieu de cet épais nuage de brouillard. Nous avons simplement rendu les choses pires. On avait déjà le mystère de la matière noire, mais maintenant c'est encore 3 ou 4 fois pire, parce qu'on ignore totalement ce qu'est l'énergie noire. C'est en s'interrogeant sur le destin final de l'univers que Saul Perlmutter a fait cette étrange découverte. En mesurant précisément la vitesse de l'expansion de l'univers, il pensait déterminer quand l'univers s'arrêterait de grandir. Mais il ne trouva pas du tout ce à quoi il s'attendait. L'univers ne ralentissait pas assez pour s'arrêter un jour. En fait, il ne ralentissait pas du tout, il accélérait. Ceci était complètement inattendu. Et ce résultat fut le début d'une nouvelle odyssée. Essayer de comprendre ce qui se passe et tenter d'expliquer pourquoi nous vivons dans un univers qui accélère son expansion. Alors que l'expansion de l'univers devrait ralentir, les observations de Saul Perlmutter montrent qu'elle s'accélère. Il faut donc qu'une force colossale pousse l'univers à se disloquer.
Cette découverte, confirmée par une autre équipe, lui vaudra le prix Nobel en 2011, mais on ne sait encore rien de cette énergie sombre qui préside au destin de l'univers. L'énergie noire est encore plus bizarre que la matière noire, parce que c'est une propriété de l'espace lui-même. Elle fait en sorte que l'espace se reproduise de plus en plus vite. Cette force de répulsion, totalement inattendue et inexpliquée, s'oppose à la gravitation. Elle est en train de faire voler l'univers en milliards de morceaux. On est en pleine bataille cosmique géante. L'univers a commencé son expansion lors du Big Bang. Mais la matière noire, qui est une source de gravité, retient les choses et tente de garder un univers petit. Mais l'énergie noire fait le contraire, elle disperse les choses. Donc chacun tire de son côté. Et pour l'instant, nous ne savons pas qui va gagner. Nous ne connaissons presque rien des forces obscures qui contrôlent le destin de l'univers. Mais curieusement, nous connaissons l'ampleur de notre ignorance de façon relativement précise. Les atomes dont nous sommes faits constituent presque 5% de l'univers. La matière noire pèse environ 23%. Et, ce qui est très surprenant, l'énergie noire constitue 72% de l'univers. Au total, nous ignorons donc de quoi est fait 95% de l'univers. Le paradoxe, c'est qu'en fait, on est capable d'expliquer quasiment tous les phénomènes observés dans l'univers en agitant deux composantes dont on ignore complètement la nature. Alors pour un physicien qui est rigoureux, c'est se dire peut-être que j'exagère un petit peu, qu'on en a rajouté un peu trop, simplement pour éviter d'avouer à tout le monde que pour l'instant on ne comprend pas grand-chose. Les lois de notre bonne vieille physique, la gravitation de Newton et la relativité générale d'Einstein, sont-elles devenues incapables de nous expliquer le monde ? La matière noire et l'énergie sombre ébranlent la science et nous forcent à revoir radicalement notre vision du cosmos. À force d'invoquer des entités fantomatiques qu'on n'arrive pas à identifier, est-ce qu'on va garder notre confiance dans la relativité générale? Si il s'avérait que nous n'avons aucune trace expérimentale de leur réalité, il faudra mettre le doute, cette fois, non pas sur la réalité, mais sur la théorie qui prétend la décrire. Et donc, élaborer une nouvelle théorie de la gravitation. C'est toujours cette tension dialectique entre nos théories et la réalité qui fait avancer la physique. Et la question est, qui va céder en premier? La théorie ou la réalité? La matière noire est-elle faite pour durer? Avec la découverte de l'énergie sombre, l'obscurité semble avoir gagné du terrain. Du moins, jusqu'à ce que nous ayons compris ses forces colossales. D'ici là, nous devrons nous résoudre à naviguer sur l'écume du monde.